Avertissement, une discrétion est fortement conseillée aux spectateurs. Ce qui suit est à des fins éducatives et de divertissement uniquement. Voici le témoignage textuel du tribunal fédéral dans l'affaire Sean Diddy Combs, tel que rapporté par Inner City Press. Dans une salle d'audience fédérale bondée, la voix de Tupac Shakur résonnait à travers les haut-parleurs. Crue, émouvante et sans filtre. Il s'agissait d'un enregistrement inédit, extrait d'une interview jamais publiée, enfouie pendant des décennies, prétendument bloqué par Sean Diddy Combs lui-même. Mais maintenant, au cœur d'un procès explosif qui démantèle l'empire de Diddy, cette cassette a refait surface, et elle pourrait bien être le dernier clou dans le cercueil. Tupac, autrefois considéré comme paranoïaque, semble aujourd'hui prophétique. Ces mots, enregistrés peu avant sa mort, dépeignent un tableau glaçant de trahison, de manipulation et de jeu de pouvoir au sein de l'industrie musicale. Et au centre de tout cela, Diddy. Ce n'est plus seulement une question des contre-ouest. Il s'agit d'un homme qui savait peut-être qu'il était traqué et qui a laissé un message derrière lui, au cas où. La salle d'audience n'était même pas encore dans le viseur des gens, mais Tupac l'avait déjà vu venir. Bien avant le procès, bien avant que Cassie ne témoigne ou que Monique ne regarde l'industrie en face en disant « assez », Tupac criait déjà de l'intérieur, et personne ne voulait l'écouter. Pas parce qu'il ne le croyait pas, mais parce que la vérité qu'il essayait de révéler était trop dangereuse. Elle aurait brisé le verre bien trop tôt. Tout a commencé avec une interview, devenue une sorte de légende. Angie Martinez, Tupac, 1996, 2 heures de conversation, mais nous n'en avons eu que 10 minutes. Angie a dit que c'était pour préserver la paix, que diffuser l'intégralité de l'interview aurait attisé la guerre entre la côte et la côte ouest encore davantage. Mais maintenant, nous savons que c'était un mensonge. Et pas n'importe quel mensonge, un mensonge soutenu par le pouvoir. Car selon Jean Dill, l'un des hommes les plus proches de Diddy, ce n'était pas la décision d'Angie de retenir l'interview, c'était celle de Diddy. Prenez un moment pour y réfléchir. À l'époque, Diddy n'était pas seulement un magnate en devenir. Il était un faiseur de rois, un manipulateur. Et selon plusieurs initiés, il contrôlait Hot 97 en coulisses. Il avait du poids. Un poids réel. Suffisant pour tuer des histoires avant qu'elles ne puissent respirer, suffisant pour effacer des voix, y compris celle de Tupac. Dans cette interview inédite, Pac était calme mais dangereux. Ces mots semblaient être des coups de semonce déguisés en commentaires. « Je suis comme un paratonnerre », a-t-il dit. « J'attaque les meilleurs de New York, leur soi-disant roi de New York. » Il ne se contentait pas de viser un label rival. Il pointait Diddy sans le nommer. Vous devez comprendre, ce n'était pas seulement une question de musique. Tupac tirait le rideau. Il a vu quelque chose chez Diddy très tôt, la manipulation, l'insécurité, la manière dont il se déplaçait, le pouvoir qu'il accumulait, non pas par respect, mais par le silence. Chaque fois que cela profite à New York, il représente New York. Quand ce n'est pas le cas, maintenant, il n'est qu'un rappeur parmi d'autres, a dit Pac. Mais vous le laissez porter vos couleurs. C'était audacieux. C'était intrépide. Et c'était le début de quelque chose que personne n'était prêt à affronter. Maintenant, des années plus tard, dans une salle d'audience remplie de témoignages, d'enregistrements scellés et de noms qui tombent comme des dominos, nous voyons exactement ce que Pac a essayé de nous montrer. Que Diddy ne jouait pas seulement le jeu. Il en réécrivait les règles, discrètement, soigneusement, comme un homme construisant un empire de secrets. Et Pac, il a essayé de nous prévenir. Mais l'industrie a fait disparaître cette cassette exprès. La journée au tribunal a commencé comme n'importe quelle autre. Les avocats murmuraient, les journalistes ajustaient leurs micros, tout le monde attendait le prochain nom à être appelé. Mais ce qui est venu ensuite n'était pas un autre procès. C'était le démantèlement d'une machine. Le ministère public ne se contentait pas d'évoquer des abus. Il parlait d'une infrastructure, un réseau de peur, d'argent, d'accords de non-divulgation et de silence forcé. Et Diddy? Il n'était pas juste impliqué. Il était au centre de tout cela. La voix de Cassie Ventura s'est brisée, mais ses mots sont restés fermes. Elle a parlé des nuits, des caméras, des rituels, de la manière dont le réseautage se transformait en autre chose. Son téléphone lui était pris, ses choix effacés. Elle a décrit des chambres d'hôtel aux rideaux de velours et un homme qui ne voulait pas seulement du pouvoir, mais du contrôle. Elle a dit quelque chose qui a secoué la galerie, on ne vous invitait pas dans le monde de Diddy. On vous y absorbait. Mais Cassie n'était pas seule. Le témoin suivant n'était ni une actrice ni une chanteuse. C'était l'homme qui gardait la porte d'entrée. Jean Dill,
le garde du corps personnel de Didi. Il a regardé Didi dans les yeux et a dit « Tu ne protégeais rien. Tu cachais tout. » Didi a confirmé ce que beaucoup soupçonnaient. Didi avait la cassette d'Angie Martinez. Il l'a entendue. Il l'a enterrée. Parce que dans cette interview, Tupac traçait un plan, une carte menant directement à la vérité. Et Puff savait que si le monde entendait cela, son empire brûlerait. Puis est arrivée la carte imprévue, Monique. Elle n'était pas attendue. Elle n'était pas prévue. Mais dès qu'elle est montée à la barre, la température dans la salle a chuté. Elle n'est pas venue avec de la colère. Elle est venue avec des preuves, des chronologies, des citations, des enregistrements audio privés. Elle a dit au tribunal, les gens ne protégeaient pas Didi parce qu'ils croyaient en lui. Ils protégeaient leur propre place à la table. Et Didi était à la tête de celle-ci. Elle a pointé du doigt des noms, des gros, Tyler Perry, Oprah, des cadres, des patrons de médias. Ils n'étaient pas juste silencieux. Elle a dit qu'ils étaient complices. À un moment, elle s'est tournée vers le jury et a dit, ce procès était censé concerner Cassie. Mais maintenant, il s'agit de tout l'écosystème qui a permis que cela arrive. Le juge ne l'a pas arrêté. Personne ne le pouvait. Parce qu'à cet instant, il ne s'agissait plus seulement de Didi. Il s'agissait d'un monde qui avait laissé quelqu'un comme lui devenir intouchable pendant des décennies tout en réduisant au silence ceux qui osaient parler. Et Tupac était la première personne qu'ils ont essayé de faire taire. Jean Dill est entré dans cette salle d'audience comme s'il avait retenu cela pendant des décennies. Et peut-être était-ce le cas. Il était derrière Didi pendant les années les plus importantes de Bad Boy. Il a vu les fêtes, les invités, les règles tacites. Mais maintenant, il en avait fini de faire semblant. Il a prêté serment, a regardé Didi et a dit, « Tu te souviens de ce que tu m'as dit à l'époque ? Tu as dit que Tupac parlait trop. Et qu'un jour, quelqu'un le ferait taire. Je n'ai pas oublié ça. » On pouvait entendre les cœurs se serrer. Jean n'était pas théâtral. Il était fatigué. Il n'était pas en colère. Il était prêt. Il a décrit comment Didi avait ordonné que l'interview d'Angie Martinez soit enterrée. Il avait des oreilles partout. Jean a dit que rien ne lui échappait. Et la voix de Pac, elle était trop dangereuse pour être diffusée. Il a raconté au jury que l'obsession de Didi pour Pac était personnelle. Ce n'était pas juste de la compétition. C'était de l'envie. Puff l'étudiait. La manière dont il s'habillait, dont il se déplaçait, il voulait ça, mais il ne pouvait pas l'acheter. Il a parlé de la façon dont Didi copiait les tenues Versace de Tupac, poursuivait les mêmes femmes, imitait ses discours, allant jusqu'à voler son discours au Grammy mot pour mot. Il ne voulait pas seulement être meilleur. Jean a dit qu'il voulait être lui. Mais la partie qui a retourné les estomacs, c'est quand Jean a parlé de la peur. Il a dit que Didi n'avait pas construit un empire sur le talent. Il l'avait construit sur la surveillance, le contrôle, les secrets. Il gardait des enregistrements. Il payait des gens pour se taire. Il savait qui menaçait, qui récompensait, et qui effaçait. Et Tupac a vu à travers tout cela. Il fut le premier à dire, Didi joue peut-être avec quelque chose de sombre, a raconté Jean. Et à l'instant où il a dit cela à haute voix, tout a changé. La voix de Jean s'est brisée une seule fois. Il ne voulait pas seulement que Pac disparaisse. Il voulait que ce qu'il représentait disparaisse. Avec cela, la salle d'audience est tombée dans le silence. Tupac ne s'est jamais qualifié de héros, mais il avait cette habitude dangereuse de dire la vérité avant que quiconque ne soit prêt à l'entendre. Il ne se contentait pas de rapper sur les rues, il les étudiait. Et derrière ce charisme emblématique se trouvait un homme qui passait plus de temps à lire qu'on ne le pensait, à faire des recherches, à observer, à connecter les points. Et l'un des premiers schémas qu'il a repérés, c'était Didi. Pac avait toujours été méfiant. Mais selon Suge Knight et ses proches, ce n'était pas juste de la méfiance. C'était de l'alarme. Il a commencé à remarquer des comportements étranges, qui ne collaient pas. Pourquoi cet exécutif était-il soudain dans toutes les pièces? Pourquoi tant de jeunes artistes étaient-ils liés à des contrats dont ils ne pouvaient s'échapper? Et pourquoi, quand Pac essayait d'en parler, les gens se moquaient-ils de lui comme s'il était paranoïaque? Il n'était pas paranoïaque, il était attentif. Suge a dit plus tard que Tupac lui avait confié, quelque chose ne va pas avec Puff. Je ne sais pas encore ce que c'est, mais ça vient. Pac ne lançait pas d'accusations à la légère. Il faisait ses devoirs. Et quand il a commencé à entendre des murmures sur la manière dont certains producteurs agissaient, sur des petits amis secrets,
des accords de non-divulgation, et beaucoup de jeunes danseurs gardés autour, il a commencé à poser les questions qui rendaient les puissants nerveux. Il se fichait que quelqu'un soit gay. Ce n'était pas le problème. Ce qui préoccupait Pak, c'était l'exploitation. Le pouvoir utilisé pour manipuler des gens qui ne savaient pas mieux, surtout des enfants. Suge a dit que Pak prévoyait de rendre cela public, non pas pour dénoncer qui que ce soit, mais pour protéger les gens. Il a dit, certains de ces gars pourraient un jour être autour de l'enfant de quelqu'un, a affirmé Suge. Et si nous savons quelque chose, nous avons le devoir d'en parler. Mais Pak n'a jamais eu cette chance, car lorsqu'il a commencé à relier les points entre Didi, le fondateur d'Uptown Records André Harrell, et les danseurs et artistes dans leur orbite, les signaux d'alarme sont devenus plus lumineux. Il savait que l'industrie était plus que de la fumée et des miroirs. C'était du béton et du contrôle. Et il croyait que Didi n'était qu'un gardien pour quelque chose de bien plus grand. Ce n'était pas de la jalousie. Ce n'était pas une querelle de rap. C'était un homme qui voyait une machine pour ce qu'elle était, une machine de silence. Et Didi n'était pas juste un passager. Il conduisait la tragédie. Les gens traitaient Pak de fou. Ils disaient qu'il déraillait. Qu'il créait du drame. Ils n'ont réalisé que des décennies plus tard qu'il était l'un des seuls à essayer de l'arrêter. On pouvait sentir la tension changer dans la salle d'audience chaque fois que quelqu'un mentionnait Quad Studio. C'était comme entrer dans le moment où l'histoire a pivoté et personne ne l'a remarqué, sauf Tupac. 30 novembre 1994. Tupac entre dans les studios d'enregistrement Quad à Manhattan. Il est là pour une session de nuit tardive. Quelque chose de simple, de routine. Mais dès qu'il entre dans le hall, le chaos éclate, des coups de feu. Il est pris en embuscade, volé, touché par 5 balles et laissé pour mort. Il a survécu. Mais ce qu'il ne pouvait pas surmonter, c'était la trahison. Depuis son lit d'hôpital, Pak savait déjà que ce n'était pas un hasard. Ce n'était pas un vol qui avait mal tourné. C'était un coup monté. Quelqu'un savait qu'il serait là. Quelqu'un s'était assuré que les lumières dans le couloir étaient éteintes, et quelqu'un voulait le faire taire, mais pas encore le tuer. Pas encore. Et aux yeux de Pak, toutes les routes menaient à Bad Boy. Ce n'était pas juste une théorie. C'était le regard dans les yeux des gens après, le silence, la manière dont Biggie Small et Didi faisaient semblant de ne rien savoir, même s'ils étaient à l'étage dans le même bâtiment. Pak a dit qu'il n'était jamais venu le voir, n'avait jamais appelé, continuait simplement à avancer comme si de rien n'était. Et puis Didi a sorti un morceau, Who Shot Ya? Le timing, suspect. Les paroles, glaciales. Et bien que Didi et Biggie aient affirmé que c'était enregistré avant la fusillade, Pak n'y croyait pas. Il y entendait un message. Reste silencieux ou la prochaine fois, tu ne te relèveras pas. Des années plus tard, dans des interviews, Didi souriait en esquivant les questions sur la fusillade. Il éludait, détournait, disait qu'il n'avait aucune idée de ce qui s'était passé cette nuit-là. Mais d'autres proches de la scène disent que Didi en savait plus qu'il ne l'a jamais laissé entendre. Jean Dill a témoigné qu'il y avait des murmures à l'intérieur de Bad Boy presque immédiatement après la fusillade. Certains riaient à ce sujet. D'autres semblaient secoués. Mais personne n'agissait surpris. Pak est allé en prison peu de temps après. Et pendant qu'il était enfermé, l'industrie a changé. Bad Boy a prospéré. Death Row a vacillé. Et l'ombre de Didi s'est agrandie. Tupac a dit plus tard, ce moment m'a appris le jeu, les règles, les serpents. Il n'entrait plus jamais dans un bâtiment sans surveiller chaque porte, car après Quad Studio, il savait que le vrai danger ne venait pas de ses ennemis. Il venait de ceux qu'il appelait autrefois sa famille. Et à cet instant, Didi est passé de rival à suspect. On ne peut pas acheter le charisme. On ne peut pas feindre l'esprit. Et c'est ce qui rendait Didi furieux. Tupac avait ce que chaque exécutif du jeu voulait. Un vrai pouvoir. Pas de l'argent, pas de la diffusion, pas même des récompenses. Il avait les gens. Les rues l'aimaient. Les femmes l'adoraient. Les hommes le craignaient et le respectaient. Il ne rentrait pas dans une pièce. Il la dominait. Et Didi détestait ça. Jean Dill a appelé ça une obsession. Il observait Pak comme un faucon. Il a témoigné, de la manière dont il se déplaçait aux femmes avec qui il parlait, jusqu'aux chemises exactes qu'il portait. Ça a commencé par de l'admiration, mais ça a vite tourné au sombre. Pak portait du Versace. Soudain, Didi était en Versace. Pak parlait de loyauté, de lutte, de la communauté noire. La minute d'après,
Puff publiait des citations inspirantes et prétendait mener le même combat, mais tout le monde savait que c'était une performance. Il y a même une histoire d'une soirée des Grammy où Diddy est monté sur scène, a accepté un prix et a cité mot pour mot un ancien discours de Tupac. Ce n'était pas une coïncidence. C'était du vol en plein jour. Et puis il y a eu Kim Porter. Pac et Kim s'étaient croisés auparavant. Elle le respectait. Des rumeurs disent qu'elle admirait son feu, sa vérité, et Diddy le savait. Certains disent même que sa relation avec Kim est devenue hostile après qu'elle a mentionné Tupac trop souvent. Jalousie, peut-être. Mais ce n'était pas une question d'amour. C'était une question de contrôle. Pac savait ce qui se passait. Il en a plaisanté une fois, qualifiant Diddy de son plus grand fan. Mais en coulisses, il ne riait pas. Il disait à ses amis, « Cet homme veut tellement être moi qu'il ferait n'importe quoi, même me faire du mal. » C'est ce que les fans se demandent maintenant. Quand les témoignages ont commencé à dépeindre Diddy non seulement comme manipulateur, mais comme stratégique, obsessionnel et calculateur, les vieux mots de Tupac ont commencé à prendre sens. Diddy ne voulait pas seulement la gloire. Il a dit un jour, il veut l'immortalité, et il enterrera n'importe qui pour l'obtenir. Maintenant, avec une salle d'audience remplie de preuves, de transcriptions et de voix qui s'expriment enfin, une chose est claire. Tupac n'était pas paranoïaque. Il a simplement vu le monstre en premier. Ce qui hante le plus les gens, ce n'est pas ce qui a été dit, c'est ce qui ne l'a pas été. L'interview d'Angie Martinez avec Tupac est un fantôme. Un spectre qui a hanté le monde du hip-hop pendant des décennies. Tout le monde sait qu'elle a eu lieu. Tout le monde sait qu'elle était explosive, mais presque personne ne l'a entendue, car sur les 2 heures enregistrées, seulement 10 minutes ont été rendues publiques. Et maintenant, avec la pression du tribunal qui s'intensifie, nous commençons enfin à comprendre pourquoi. Quand Angie a parlé pour la première fois de l'interview, elle semblait nerveuse, même des années plus tard. Elle a dit qu'elle craignait que diffuser la cassette entière à l'époque aurait pu déclencher une guerre, mais l'histoire n'a jamais vraiment tenu la route. Pourquoi une journaliste irait-elle seule en territoire hostile, décrocherait l'interview la plus importante de sa carrière, pour ensuite la mettre sous clé? Parce que ce n'était pas vraiment sa décision. Selon Jean Dill et d'autres initiés, l'homme qui a empêché la diffusion de l'interview complète était Sean Diddy Combs lui-même. Il ne s'agissait pas seulement de protéger la Côte. Il s'agissait de se protéger lui-même. Car sur cette cassette, Tupac ne parlait pas seulement du conflit. Il n'exprimait pas seulement des griefs. Il tirait le rideau sur l'industrie et nommait des noms, des vrais. Dill a témoigné que Puffy était l'une des rares personnes à avoir entendu la cassette complète. Il l'a qualifiée de dévastatrice et incontrôlable. Et il a passé un coup de fil à Hot 97, et c'était tout ce qu'il fallait. Il ne possédait pas la station, mais il possédait la peur. Et quand Diddy disait « ne le diffusez pas », il ne le faisait pas. Angie a dit elle-même, « J'avais littéralement peur que quelqu'un meure si ça passait. » Mais si c'était vrai, alors pourquoi avait-elle peur? Qu'avait dit Pac exactement? Des initiés qui prétendent avoir entendu des parties de l'interview complète disent que Pac ne se retenait pas. Il accusait Diddy d'orchestrer une culture du silence, le qualifiant de visage d'une chose bien plus sombre. Il parlait de gens payés pour disparaître, de coups montés déguisés en querelle de rue, et de comment Diddy jouait aux échecs pendant que tout le monde rappait. Il a même prétendument averti que le jeu du rap était détourné par des gens qui se fichaient de la musique, mais qui se préoccupaient de contrôler les voix derrière elle. Il a dit que Diddy était plus politicien qu'artiste, plus leader de secte que magnate. Et la citation la plus glaçante, selon ceux qui l'ont entendu, « Il ne veut pas seulement que vous le suiviez, il veut posséder votre voix. » Il est maintenant clair pourquoi cette interview n'a jamais vu le jour. Parce que si elle l'avait fait, l'histoire de l'Est contre l'Ouest aurait pu se transformer en quelque chose de bien plus grand, quelque chose d'institutionnel. Maintenant, avec les procès qui se déroulent et les noms qui sont traînés sous les projecteurs, le monde veut savoir, où est cette cassette, qui en a encore une copie, et de quoi d'autre Tupac a-t-il essayé de nous avertir avant qu'il ne soit trop tard? Car lorsque la vérité complète refera surface, elle ne secouera pas seulement l'industrie musicale. Elle pourrait la faire brûler. Il y a une raison pour laquelle les rues écoutaient Tupac. Ce n'était pas seulement ses paroles. C'était sa vision. Il ne parlait pas seulement de vérité au pouvoir. Il l'étudiait. Et avant sa mort, il a commencé à parler de quelque chose de plus grand que n'importe quel conflit ou label. Quelque chose qu'aucun rappeur ne voulait dire à haute voix. Que la musique noire, était utilisée comme une arme. Pac avait commencé à connecter des points que la plupart des artistes ne voyaient même pas.
Il parlait de comment les mêmes entreprises qui possédaient les labels possédaient aussi des prisons privées et comment les paroles promues n'étaient pas seulement du divertissement, elles étaient un appât. Suis ce mode de vie et tu finiras droit dans une cage, avertissait Pac. Et quand on y repense, il n'avait pas tort. Dans des interviews, Pac disait, ils te disent de rapper sur tuer ton frère, vendre de la drogue à ton propre peuple, et en être fier. Mais essaie de rapper sur l'élévation de ton peuple, soudain le budget disparaît. Maintenant, avançons jusqu'au procès de Didi, et soudain cette théorie ne semble plus folle. Car ce que les procureurs découvrent, c'est que l'empire de Didi était peut-être plus qu'une question de vanité. C'était peut-être une filière, fête, contrat, accord de non-divulgation, manipulation. Ce n'était pas juste un scandale. C'était une conception, une manière de filtrer qui pouvait parler, qui devait rester silencieux, et qui était enterré. Le témoignage de Will Smith faisait écho au même thème. Il a dit qu'il ne se sentait pas invité dans un monde. Il avait été initié, un invité au début, un prisonnier à la fin. Et maintenant, d'autres commencent à dire la même chose. Selon des initiés du tribunal, Monique a laissé entendre que Didi protégeait des gens plus haut placés, des noms que nous ne connaissons toujours pas. Des cadres, des politiciens, des patrons de médias, les gens qui ne se salissent pas les mains, mais qui gardent toujours l'argent. Tupac a essayé de nous dire que ce n'était pas juste Didi. Didi n'était qu'un gardien. Les vrais architectes étaient derrière la vitre. Pac aurait dit, quand tu suis l'argent, ça ne s'arrête pas à Bad Boy, ça finit dans la salle de réunion. Il parlait de 10 dans l'ombre, comment les artistes étaient récompensés pour promouvoir la destruction et punis pour promouvoir la connaissance. Et chaque fois qu'un jeune homme noir rappait sur le meurtre et le trafic de drogue, un chèque était encaissé quelque part loin. Qui bénéficie du chaos? Demandait Pac. La réponse, pas nous. Maintenant, alors que des documents scellés commencent à fuiter et que le tribunal élargit son champ d'action, on peut le sentir. Cette main cachée est forcée de sortir à la lumière, et les avertissements de Tupac, autrefois rejetés comme de la paranoïa, commencent à ressembler à une prophétie. Il ne connaissait pas seulement le jeu. Il voyait le plateau, et maintenant le monde commence enfin à rattraper son retard.